Salut à tous, amis du jeu de rôle, pour un nouveau Histoire au coin du D20. En effet, nous allons encore une fois continuer nos aventures de Donjons et Dragons. C'est déjà la troisième vidéo, je pense, Ouais. sur cette série d'aventures qui est le jeu de rôle actuel que je fais. D'ailleurs, j'ai pris pour l'occasion ce petit carnet qui est en fait le carnet qui contient tous mes scénarios de Donjons et Dragons, toute la campagne que je leur fais pour le moment. C'est un peu le codex de Gilus. Voilà. Donc surtout c'est collector. Hein, Cette aventure-ci fait suite un petit peu à Ragarou et Saut de merde, non Oui, Ragarou, Céphalophage et Saut de merde. Voilà. Encore que ça se passe vraiment très après. Ouais, on va pas tout raconter en détail, là il y a un gros trou, je vous préviens. Mais donc, commençons dans le vif du sujet. En deux mots, vous étiez dans la grande ville. Gilus. Ah, la bière. La bière du jour. Bien sûr. Oh là là. Bon, bah alors il n'y avait pas Habituel. grand-chose au Night Shop, hein. Donc j'ai pris de la lèvre rituelle, parce que j'ai jamais goûté la lèvre rituelle. Non plus. Et donc on va faire péter ça. Mais la lèvre rituelle, c'est pour le scénario de Cthulhu, voyons, réfléchis un Ouais, petit je peu. sais, si on avait eu ça pour le Cthulhu, ça aurait été marrant. Mais donc ouais, tu voulais commencer l'histoire où, toi? Ouais, mais déjà vous expliquer que à la base, si vous avez un petit peu suivi ce qui se passait, santé d'abord. Elle n'est pas mauvaise. Donc, Ouais. si vous avez un petit peu suivi, le gros de la campagne se passe dans une ville gigantesque qui est une espèce de Rome, mais beaucoup plus grande, qui s'appelle Héraclie. Mhm. Et ils font chier. Il y a une guerre des gangs. Il y a une guerre des gangs entre la Main Bleue, qui est le gang des voleurs gentils, entre guillemets, avec des gros guillemets. Ouais, c'est juste nos salopards à nous. Voilà, il y a de ça. Et il y a la guilde des gueux, qui sont vraiment des pouilleux, dégueulasses, horribles. C'est des coupes jarrets C'est des sataniques. quoi. Coupe jarret, ouais, mais le pire du pire, vraiment très très méchant. Ils sont des fanatiques, un petit peu religieux, etc. Qui sont menés par un personnage qui s'appelle le Chaisier. Quoi qu'il en soit, ils les font chier depuis un certain temps. Et ici, j'ai fait un scénario un petit peu pour Moustache où il a dû faire un duel de magie. Que j'avais aimé préparer ça, et le duel a été très intéressant. On vous racontera peut-être une autre fois, parce que ici, le sujet, c'est pour parler de votre série d'échecs critiques. Mhm. Mais donc il a fait un duel de magie qu'il a gagné, on vous racontera peut-être une autre fois. Et ils rentrent chez eux, ils ont une auberge à eux qu'ils ont acheté. Mhm. Et Notre bâtiment qu'on comptait transformer. Je tiens à le dire parce que Vas-y. nos aventuriers sont un peu des entrepreneurs. Alors on comptait faire genre une taverne au rez-de-chaussée, peut-être taverne-restaurant, bordel à l'étage. Et puis alors chacun avait déjà commencé à faire ses petits plans sur la comète. Voilà. Et donc en fait quand ils rentrent chez eux, il y avait un piège qui les attendait. Où je me suis dit, on va un petit peu complètement changer. J'en avais un petit peu marre de la ville, donc on va complètement changer de milieu. Et le piège, c'était un piège de téléportation. Téléportation aléatoire, sauf qu'évidemment, bon, l'aléatoire, c'est juste que je décidais. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une télébombe? Une télébombe, il y avait de ça, où c'est un gars qui s'est sacrifié, et il y avait une espèce de crâne runique qui a explosé, et tous les gens dans les 20 mètres ont été téléportés en plein milieu de la jungle. Voilà. Et il y avait d'autres personnes qui avec vous. Il y avait la serveuse du bar. Il y avait la serveuse du bar et un passant. Ah oui, et le pauvre passant était là pour nous montrer un peu les périls. Voilà. Parce que ce que je voulais aussi leur montrer, c'est vous êtes... À ce moment-là, vous étiez niveau 6 environ. Vous étiez de l'ordre de niveau 6. Et je voulais les amener dans l'un des endroits les plus dangereux du monde. En gros, c'est vraiment comme dans un MMO, quand tu veux traverser un endroit qui n'est pas de ton niveau et tu vois tous les noms sont rouges. Oui, c'est vraiment ça. C'est plus ou moins ça. Mais dès qu'on est arrivé sur place, il y a un tyrannosaure qui nous a attaqué, puis on est tombé sur un géant. Enfin, Des raptors. en gros, on était sur l'île de King Kong et on n'avait pas le niveau. Voilà, il y avait vraiment de ça. Et donc, ils ont vraiment dû se faire discret. Je leur ai mis beaucoup de périls sur le. Mais bon, il fallait un minimum que je gère. Mon but, c'est pas non plus. Ah, tu rencontres un truc niveau 50, il te tue. Ah. Voilà. Faut pas tomber là-dedans non plus. Mais quoi qu'il en soit, leur but à ce moment-là, c'est de rentrer chez eux parce qu'ils ont prévu avec la guilde de la Main Bleue une grosse attaque. C'est surtout que les mecs de la Main Bleue nous avaient dit que vous avez plutôt intérêt à y être avec Voilà. nous, sinon ça va barder pour vos gueules, quoi. Ouais, c'est plus ou moins ça. Donc Mais- voilà. Il fallait qu'on y Il soit. fallait que vous rentriez. Et vous aviez pas beaucoup de temps, au début vous saviez pas où vous étiez, mais fallait rentrer. Bon, il y a tous les trucs qui se passent, ils rencontrent des gens, ils rencontrent des tribus, ils sont beaucoup trop forts pour les Je me suis fait passer pour un dieu. Oui, c'est vrai que donc lui c'est un forgelier,
une armure Je vivante. suis une espèce de cyborg. Enfin, bref, je pense que je l'ai déjà dit dans une autre émission. Et donc, je m'étais déjà recouvert de boue pour échapper aux dinosaures. Et puis, alors là, j'avais chopé des plumes que je m'étais planté un peu partout. Et ils m'ont pris pour un dieu. Alors, c'était assez marrant. Bon, évidemment, c'était des pauvres bouga-bouga. Ils pouvaient pas faire grand-chose pour nous. Ouais. Mais c'est toujours marrant de se faire traiter comme un dieu, quoi. Voilà. Et donc, ils arrivent à rencontrer un serpent à plumes qui est gentil, en fait. Qui, lui, est le vrai dieu. Ouais. Qui n'a pas été impressionné par mes plumes. Non, pas du tout. Et qui vous a dit qu'il allait vous aider à rentrer à condition que vous réglez un petit problème. Parce que le point central de ma campagne, et ça les joueurs le savent, je le cache pas, ce sont les flasheurs mentaux. Et donc les flasheurs mentaux, ce sont des... Je réexplique ce qui a déjà été dit dans une précédente vidéo, mais bon, on sait jamais. Ce sont des espèces d'êtres extrêmement puissants psychiquement, avec une tête de poulpe qui bouffe des cerveaux. Tu n'as plus le droit de dire le mot poulpe. Juste après l'émission sur Cthulhu, tu ne peux pas. C'est interdit. Et donc je voulais les remettre un petit peu sur les flasheurs mentaux, leur montrer une perspective beaucoup plus grande de ce qu'ils avaient déjà vu, des petits cultes avec un flasheur mental qui pouvait même pas combattre à l'époque. Ici vous arrivez tout doucement à un niveau où un flasheur mental vous pouviez éventuellement essayer de le combattre. Bah oui. Mais c'était pas évident. Je le savais, moi le joueur je le savais, puisque mon personnage précédent, Ragnar le barbare, a été tué en un coup, en un croc, Et il t'a bouffé le cerveau. par un flagelleur mental. Mais après vous avez eu l'occasion d'en rencontrer un qui vous a quand même bien fait chier, il a commencé à posséder certaines personnes, à paralyser plein Mais le d'autres. truc c'est qu'ils sont casse-couilles, hein. Je préférerais que tu nous mettes des ogres ou des trucs comme ça. Je me suis beaucoup amusé avec les méchants de cette partie parce que donc il y avait un culte. Enfin, les flageurs mentaux c'était allié. En fait, plutôt ils avaient un petit peu en esclavage des Yanti. Et les Yanti, c'est quoi? Ce sont les Illuminati. Les Yanti, ce sont des hommes serpents. C'est les reptiliens. Ouais, ce sont des reptiliens qui ont apparence humaine, qui peuvent changer d'apparence et tout, et qui infiltrent les sociétés pour les bousiller de l'intérieur. C'est ça. Et donc là, il y avait une culture. Ils sont retrouvés dans une espèce de culture un petit peu méso-américaine, mais où les Yanti avaient chopé plein d'esclaves dans les tribus environnantes. C'est pour ça que le serpent à plume leur demandait leur aide. Et au-dessus d'eux, il y avait encore les flageurs mentaux, mais il n'y avait pas tellement parce qu'ils fabriquaient une immense... Ils étaient dans une immense pyramide et ils fabriquaient 4 pyramides autour qui étaient des relais psychiques pour que l'entité, le cerveau central des flageurs mentaux, étende ses pouvoirs psychiques. On s'est assez vite rendu compte qu'on était dans une bérésina un petit peu qui nous dépassait parce que tout était un peu trop puissant pour nous. Oui. Et donc, ce que tu as fait, c'est qu'il y avait un autre groupe d'aventuriers plus puissants qui, quand même, nous laissait les aider. Voilà. Puis nous, on les aimait pas trop parce qu'entre groupes d'aventuriers, surtout s'ils sont plus puissants, on n'aime pas, quoi. C'est fou, ça c'est vraiment marrant. Dans une précédente partie, vous avez déjà fait le coup, je vous avais fait rencontrer, c'était le groupe du renard d'argent. Ouais. Et directement, vous avez détesté. Avec ce connard de nain. Mais non, mais c'est normal. Et ils étaient pas méchants, mais c'est juste que Non. comme ils avaient la même mission que vous. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait freudien. Il faut pas qu'on ait on veut pas avoir de concurrence, tu vois. Voilà. C'est oedipiens. Et donc, mais oui, ici, je vous ai fait rencontrer les tueurs d'Illithides, parce que les Illithides sont les flageurs mentaux, c'est un synonyme. Et les tueurs d'Illithides, c'est ce que vous ferez quand vous serez niveau 15-20. Et je vous ai fait rencontrer comme ça les tueurs d'Illithides. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant pour vous parce que j'ai utilisé un Deus Ex Machina, c'est-à-dire que je les ai mis dans une rencontre trop difficile pour eux. Ils ont commencé à se faire buter, et là ils ont été sauvés. Je sais que c'est pas toujours marrant, mais par d'autres aventuriers. Bon, on passe directement à la vallée des morts, là, quoi. Ah ouais, alors ça c'était déjà après la vallée des morts, mais donc il devait... Oui, voilà, ça c'est le premier truc un petit peu bizarre qui s'est passé. Le serpent à plumes leur dit, voilà, il y a quelqu'un un jour qui était... C'était un nécromancien en fait, qui était venu observer les morts d'une immense vallée. C'est un cercle où ne peuvent pas sortir les morts vivants qui sont à l'intérieur, qui mangent tout. C'est la vallée des morts affamés. Et donc c'est un endroit qui fait, je sais plus, faudrait que je regarde mon plan, mais qui fait genre 5 km de diamètre. 5 km. Quelque chose comme ça. 5 km de diamètre, où il y a des centaines et des centaines de ghouls, de blêmes, de nécrophages,
Et aussi quelques, je sais plus comment ça s'appelle, c'est dans Les bouffis-bouffons. les espèces de, en fait je crois que c'est Spirit of Hunger dans mon bouquin. Ce sont des nécromanciens, des morts-vivants qui ne vivent que pour manger. Et sont des énormes, un petit peu démons de leur gueule en fait. Dégueulasse. Qui eux sont genre niveau 20. Donc vous aviez aucune chance. Mais ce que vous deviez faire, c'est que voilà, vous pouviez pas rentrer, vous approchez de la pyramide parce que la sécurité était trop importante, mais il y a un endroit où il n'y a pas de sécurité, c'est la vallée des morts affamés, mais vous pouviez la traverser parce que vous aviez des potions d'invisibilité aux morts vivants qu'on ne voulait pas utiliser, voilà, évidemment. Que vous avez trouvé sur le corps du nécromancien qui était venu observer et qui était quand même mort. Et donc on se retrouve aux abords de cette vallée et on se dit directement ouais mais on va pas utiliser ces potions d'invisibilité aux morts vivants, ça va être bien pratique plus tard, on va pas les utiliser. Je précise, j'avais fait tout un calcul en disant ok, selon la vitesse de déplacement des uns et des autres, parce qu'il y avait des gens qui portaient des armures, donc ils se déplaçaient moins vite, il y a des gens qui étaient des hobbits, qui courent moins vite, et j'avais calculé donc combien de réussites vous devez faire à des jets, faire des jets de peur, faire des jets d'athlétisme et des trucs comme ça. En gros, c'était se baser sur des jets de dés, sur notre chance. Or, comme nous sommes des aventuriers supérieurs, nous ne comptons pas sur notre chance. Nous comptons sur le chaos. Et donc, moi, vu que je joue un espèce de ninja, je me déplace très très vite. On s'est dit, bon, méga vite. on va l'envoyer en éclaireur, et puis on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, j'ai quand même pris ma potion d'invisibilité aux morts vivants, j'ai fait un aller. Et puis, je me suis dit, je vais rester là-bas, je vais les attendre. Déjà, tu avais vu tout ce qu'il y avait sur le chemin. Et j'avais vu tout ce qu'il y avait sur le chemin, machin. Et je sais plus très bien qui et comment... Il y avait la mouche. Il y avait la mouche. C'était sur le corps du nécromancien. Mais alors, le truc, c'est que c'est un objet magique que je voulais leur donner, mais que j'avais prévu qu'ils ne sachent pas utiliser parce que je savais que il fallait identifier l'objet magique pour pouvoir l'utiliser. Et je savais que le magicien n'avait pas d'ingrédients pour lancer son sort d'identification. Et donc, je ne me regarde pas, je sais plus comment il a fait pour identifier. J'avais prévu qu'il ne puisse pas l'utiliser. Le truc, c'est qu'il avait un parchemin d'identification que j'avais pas vu. Et forcément, il l'utilise. C'est une statuette de mouche. Déjà, une statuette de mouche un peu bizarre. Et en fait, il apprend donc que c'est en disant le mot magique. Je crois que j'avais dit genre Zimzam Zabalam. Zimzam Zumbalam, si je me souviens bien. Ou quelque chose comme ça. En fait, ça devient une mouche géante de la taille d'un poney, sur laquelle on peut monter et qui vole. Et je sais pas si tu me l'avais dit à ce moment-là, et qui obéit à la personne qui a prononcé la formule. Tout à fait. Notre ami le Hobbit se dit merde, il est passé où le ninja ? Je vais quand même faire le truc. Et alors Zim Zoum Zoum Balam, il monte sur sa mouche, bon. Il survole la vallée des morts avec sa mouche. Il arrive à côté de moi qui était caché de l'autre côté de la vallée. Et il dit bon, tout le monde va faire comme ça, hein, donc mouche, retourne de l'autre côté. La mouche retourne de l'autre côté. Et parfois nos plans ne marchent pas bien. Oui. Puisque la mouche n'obéit qu'à la personne qui a prononcé la formule. Voilà. Donc il se retrouve adada sur une putain de mouche géante de la taille d'un poney qui bouge plus. Voilà, donc il y a la mouche qui est de l'autre côté, du mauvais côté de la vallée, des morts affamés, et qui n'obéit qu'à une personne qui est de l'autre côté. Voilà. Et là, les gens commencent à discuter, moi je me dis, ils vont traverser, quoi. Ils vont faire ce que j'avais prévu. Non, évidemment. Non. Alors déjà, de 1, ils voulaient pas prendre le risque, et de 2, ils voulaient pas laisser la mouche qui était de l'autre côté. C'est vrai. Vous n'allez pas laisser, c'est quand même un bon objet magique. Et moi je leur dis, oui, bon, vous buvez une potion d'invisibilité de plus et vous faites un aller-retour. Non. Alors ils me disent, ok, je dors. On va attendre. Donc, on va attendre le lendemain parce que la mouche, elle va bien redevenir une statue et là on pourra redire le mot magique. Et alors là je me dis, putain. Mais non, faut pas se dire putain, c'était très intelligent, on était plein de bonne volonté. Jamais séparer les groupes. Parce que là, qu'est-ce qui se passe ? Ils se retrouvent dans un endroit extrêmement dangereux où je ne peux pas leur dire vous avez passé une nuit tranquille sans que rien qui se passe. Parce que c'est censé être la jungle la plus dangereuse du monde. Je peux pas ne pas leur faire de rencontres. Mais ils sont chacun d'un côté. Alors déjà,
ils sont de trop bas niveau pour la zone, mais en plus, si le groupe est divisé en deux, qu'est-ce qui va se passer? En plus, toi et le Hobbit, vous étiez du côté des Yuan-ti et des flageurs mentaux. Mais j'avais pas peur sur le moment. Parce qu'on était les deux à savoir se cacher. Moi, c'est plutôt ceux qui étaient de l'autre côté. La barde et le mage, j'aurais eu les jetons, quoi. Mais il y avait surtout Gigi. Et la barde, la joueuse n'était pas là en fait. Elle était pas là, Jaune? Non. Et donc, voilà, c'était vraiment. Je savais pas quoi faire. Je dis, bon, ok, la mouche, elle redevient normale. Ok, bon. Parce qu'ils m'ont fait chier, mais pendant une demi-heure, pour dire non, on va dormir. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire rencontrer? Mais ils vont crever, et j'ai pas envie de faire 2 combats ou séparés, ça aurait été super lourd. Parce que t'es une feignasse, mon vieux. Bon. Le truc, c'est que ils prennent la mouche. Donc il y a un nouveau personnage, oui, on n'en a pas parlé, mais il y a Gigi. Oui, c'est vrai, il y a un nouveau joueur qui lui joue un psyker. Un peu mexicanos. Voilà, ça. lui il vient du coin en fait. Il a un petit peu le look méso-américain. Méso-américain, mais plutôt avec un accent mexicain. Voilà. Et en fait, il est biclassé, guerrier, psion. Donc c'est un psioniste. Qui a des pouvoirs. Psyker, c'est dans 40 000. Qui a des pouvoirs très intéressants qui vont revenir plus tard. Entre autres, son pouvoir qu'il a le plus utilisé, c'est qu'il peut échanger la place de 2 personnes du groupe. C'est très pratique. Il en surabuse, mais c'est juste parfait. Non, c'est bien. Et donc, le Psyker survole avec la mouche, je lance un dé, il se passe rien. La mouche revient, je lance un dé, il se passe rien. Il reste le magicien. C'est toujours pour la gueule du magicien, évidemment. Ouais, il est un peu maudit. Il est déjà mort une fois, ressuscité voilà. une fois. Moi, je tenterais plus trop le diable si j'étais lui. Il y a le magicien sur la mouche qui fait le trajet au-dessus de la vallée des morts affamés. Ils sont visibles, je précise. Là, je dis, il y a un des esprits de la faim qui te repère et qui commence à aspirer l'air. En fait, qui commence à complètement amener la mouche vers le sol. Il commence à faire un truc que t'as sorti de ton chapeau, hein, mon Dieu. Il aurait pu juste faire une attaque et tuer la mouche et le gars dessus. En plus, ils ont des zones de douleur autour d'eux. Et donc, on a vu de loin, style, le mage avec la mouche se cracher en plein milieu des morts vivants. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? À 10 mètres de vous. Mais il y a eu un moment, je crois très sérieux, où on s'est dit, on va voir s'il arrive à se dire, ah non, c'est lui qui nous a dit, mais non, mais je gère, je suis au milieu des morts vivants, il n'y a pas de problème, t'es même pas obligé de venir m'aider. Si ce n'est que je dis, bon, tour de combat, j'ai l'initiative, il est derrière l'initiative. Donc il y a plein de morts vivants qui lui tombent dessus. Il s'est pas fait toucher par le nécrophage qui lui bouffe des niveaux. Quand il touche quelqu'un, il bouffe des niveaux. Mais il s'est touché par des ghouls qui paralysent au toucher. Et donc le gars se retrouve paralysé au milieu de plein de morts vivants qui veulent le manger. Wingardium niveau. Bon. Voilà, c'est vraiment ça. Il s'est dit, ouais, je vais me rendre invisible. Il n'a pas eu le temps. Donc là-dessus, que faire? Donc moi je m'élance avec toute ma vitesse parmi les morts vivants. Je suis plus ou moins immunisé vu que je suis un espèce de forgelier à tout ce genre d'effets. Oui, c'est monstrueux. Le forgelier, il est immunisé à tout ce qui est maladie, malédiction, trucs comme ça. C'est perte de niveau, il est immunisé à ça. Super perso. Et donc ouais, ça a un peu frité. Je crois que j'ai tué 2 ghouls. Le truc, c'est que Moustache était à 2 doigts de mourir, donc le magicien. Il était à 2 doigts de mourir et le Psyker, le Psion, a échangé sa place avec lui. Parce que lui, c'est un guerrier psioniste avec une armure lourde. Au fait, je précise, il n'est pas de la classe, parce qu'il y a la classe guerrier psioniste. Il est multiclassé, guerrier Psion. Et donc il échange sa place et commence à se prendre des coups, mais il résiste relativement bien. Ouais, il a bien fait son truc. Je sais plus s'il y a encore un coup d'éclat avant la fin de ce combat. Pas vraiment, vous en êtes sortis, c'était pas évident. On a buté les morts vivants et on s'est tous retrouvés sur la bonne rive. Il y a quelqu'un qui est sorti juste pour récupérer la statuette de la mouche et qui s'est cassé. Parce que donc, les morts vivants étaient coincés dans un cercle, dans la vallée, ils ne pouvaient pas en sortir. Et donc, ils ont réussi quand même à buter quelques morts vivants. J'ai dit, il y en a plein, il y en a des centaines qui arrivent vers vous. Mais là, à la base, ils en combattaient que 4-5. Ils s'en sont bien tirés et ils se sont barrés. Ils se retrouvent à l'endroit où une énorme pyramide est construite par des esclaves. Leur but, moi ce que j'ai noté, c'est qu'ils devaient rencontrer les esclaves,
dont certains qui sont sous une sorte de domination pour contrôler les choses, et arriver à les convaincre de se rebeller pour utiliser ce moment pour eux rentrer en pyramide et arriver jusqu'au boss. C'est plus ou moins ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Non. Mais comme d'habitude en fait, hein, je veux dire, je vois même pas pourquoi tu t'emmerdes encore à faire des scénarios. Fais juste des scènes. Voilà. Pendant tout un temps, moi quand je masterisais Deadlands, c'est ce que je faisais. Il y avait juste un cadre et un truc pas net. Et en gros, je laissais les aventuriers faire n'importe quoi. Et ça faisait des superbes aventures. Les Yuan-ti, qui étaient les ennemis de base là, sont très puissants. Un Yuan-ti est de facteur de puissance 5, c'est-à-dire qu'il représente un challenge intéressant pour un groupe de niveau 5. Tout le monde niveau 5. Vous êtes un groupe, vous étiez niveau 6, il y a déjà quelques-uns qui étaient niveau 7. Donc, 2 Yuan-ti, c'est déjà la merde pour vous. Un Yuan-ti, ça va. 2 Yuan-ti, bonjour les dégâts. Exactement. Le Hobbit Ranger, qui est le plus discret, commence à faire un petit tour des lieux. Il fait son jet de discrétion, il a un bonus de malade, je crois qu'il a genre plus 18, ou il a au moins plus 12 en discrétion, mais il a vraiment un bonus de malade à son jet. Il réussit, il fait un petit tour, je lui dis voilà, il y a les esclaves qui sont là, tu les vois, tu vois des Yuan-ti, tu vois un flageur mental qui dirige un petit peu le truc. Maintenant tu rentres, ok, refais-moi un petit jet de discrétion, mais tu connais un petit peu mieux les lieux, donc tu as un bonus. 1. Échec critique. Relance. 1. Ok. Confirmation de l'échec critique. Le truc, c'est que il se retrouve face à un Yuan-ti qui lui lance un charme personne. Je dis bon, je vais quand même dire bon, t'étais en train de retourner vers les lieux. Les autres, faites-moi un jet de perception. Ok, réussi, c'est bon. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez que Lupercal s'est retrouvé face à un Yuan-ti, et là ils sont en train de discuter. Il y a quelque chose qui va pas. Donc vous allez l'aider, vous allez le combattre. Et je disais tout à l'heure que c'était intéressant parce que les Yuan-ti et les flageurs mentaux ont plein de pouvoirs. Et j'ai pu m'amuser à faire des combats très différents à chaque fois. Effectivement. Mais ils ont des pouvoirs très chiants. Genre, ils mettent dans le noir et eux ils voient dans le noir. Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. À chaque fois qu'il y avait un combat, c'est ah vous voyez rien, vous avez je sais plus quel était le malus. Ou ils faisaient des charmes personnes ou des peurs, tous des pouvoirs mais super chiants. Et moi je rigolais bien. On laisse tomber. Le truc c'est que pour finir vous arrivez à battre le Yuan-ti, mais c'est pas facile, ils sont très balèzes. Vous arrivez à le combattre, ça va. C'est pas là qu'il s'est relevé et qu'il a chopé. C'est après ça, parce que après vous dites bon ok, pendant la nuit on va voir l'endroit où dorment les esclaves. Ok, vous y allez, je dis visiblement ils s'attendent pas à des surprises, à une grande surprise, donc il y a un seul garde Yuan-ti. Ok, vous étiez 3, faites-moi un jet de discrétion. Tout le monde réussit, sauf... Le ninja. Je me suis pris les pieds dans une corde de tente. Non, en fait, je disais, tu recules, et à un moment, tu trouves deux Yuan-ti, et vous êtes retrouvés face à face. Donc, paf, combat. Bah oui. Mais j'ai fait faire un 1 de nouveau. Oui. Ah, il y a eu beaucoup de 1 cette partie. Je crois que j'ai jamais vu une partie aussi calamiteuse. Et j'oubliais, pendant le premier combat contre le premier Yuan-ti, le magicien s'était fait mordre, parce que ce sont des hommes serpents, il s'était fait empoisonner. Et il avait un malus... Et il avait perdu, je pense, 8 points de constitution sur ses 10. Donc il s'est retrouvé à 2 points. 2 ou 3 points de constitution. Pas bon. Donc, il est à terre. Il ne sait plus rien faire. Il est flasque. Et donc, à nouveau, le groupe est divisé, parce que d'un côté, il y avait le psioniste, le psion, qui surveillait le magicien, et de l'autre... Non, mais je te dis, tu nous fous des ogres, il n'y aura plus de problème comme ça. Faut arrêter avec tes trucs qui ont des pouvoirs psychiques. D'ailleurs, le psion a abandonné lâchement le magicien, qui pour finir, ça s'en est pas mal sorti. Mais il a survécu. Il a une vie très intéressante, ce magicien elfe. Voilà. Donc, vous retrouvez à friter un nouveau Yuan-ti qui, lui, a des bras serpents. Ses bras sont des serpents. C'est marrant quand tu dis vous arrivez à friter en regardant la caméra. J'ai l'impression que tu masterises pour les gens qui sont là. Il y a un peu de ça. Faites-moi un jet de persuasion, les gens.
Raté. Échec critique. Non. Vous arrivez affrité au milieu des esclaves, le Yanti, et je suis gentil, je dis il n'y en a pas d'autres qui arrivent, c'est bon. Même s'il y a un moment, il essaye de s'enfuir. Les Yanti, ils combattent pas jusqu'à la mort, ils sont pas fanatiques. À chaque fois, ils vous brouillent et ils essayent de s'enfuir. Mais vous aviez bien réussi à gérer le truc. Je dis à un moment, il tombe, il est mort. Ah, on va le fouiller. En fait, il faisait le mort. Il a attrapé le hobbit et en plus, il sue de l'acide, ces saloperies. Et donc, je peux raconter, Vas-y. parce que franchement, moi enfin, je joue avec des gens qui sont assez bons, et Gilus est un maître de jeu qui n'est pas trop mauvais, mais parfois, ils ne saisissent pas le génie de mes idées. Gilus explique que ce type, dont les 2 bras sont des serpents, s'enroule autour de mon pote le hobbit. Et qu'il commence à suer de l'acide, et qu'il ne sait pas s'en défaire, et ça commence à lui brûler la peau. J'ai dans mon sac de l'huile végétale, qui est ma seule nourriture. Hein. Et... j'avais oublié ces heures. Mais attends, et sur le moment, je me dis, mais putain, mais c'est génial. Je vais balancer toute mon huile végétale sur le hobbit qui est enserré par les serpents acides. Comme ça, de 1, ça va neutraliser l'acidité du truc. Et puis, comme il sera plus glissant, il va pouvoir plus facilement s'en sortir. Bon, habituellement, quand le maître de jeu et les joueurs vous regardent, style... C'est le premier des 2 plans complètement débiles dans Mais cette aventure. Ce n'était pas débile. Non, ça- Je serais en train de masteriser pour 4 autres moi-même, j'aurais applaudi. Et j'aurais dit, nom de Dieu, plus de points d'XP pour ce mec qui a une idée aussi géniale. Personne n'a... Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Hein. Donc, alors, non seulement il n'a pas réussi à se défaire, ça n'a pas neutralisé l'acide, et en plus, j'ai perdu toutes mes réserves de bouffe. Ils font beaucoup de dégâts en plus avec leur acide. Pour finir, l'optionniste arrive et dit mais je donne un coup au Yanti. Ok, paf, il est mort. Et donc il n'y a plus d'acide. Mais tu vois, moi, c'est ça qui me tue, parce que si ça avait été moi le maître de jeu, et qu'il est enserré par une créature, et c'est oui, j'envoie un coup sur la créature, tu lances d'office un dé pour voir si tu touches pas ton pote. Tu vois. Non. C'est pour ça que moi je voulais pas attaquer. Pas dans Donjons et Dragons. Pas dans Donjons et Dragons. Vous avez entendu ça, les gens? Donc, ils s'en sortent, ils discutent un petit peu avec les esclaves, qui leur disent qu'il y a... Oh, et j'ai tranché les 2 bras de la créature pour m'en faire une écharpe. Oui, c'est important parce que ça reviendra plus tard. Ah bon? Ouais. Ah oui, je veux dire, bah oui, ok. Donc ils discutent avec les esclaves, ils parlent pas tout à fait la même langue, à part le psioniste qui est du coin, et donc mais ils s'en sortent pas trop mal. Je leur donne le droit à une nuit de sommeil, parce que je dis voilà, les esclaves vous disent qu'il y a un endroit sacré que les Yanti n'ont pas trouvé, qui vient d'une très ancienne civilisation, et il y a en fait des maisons ensevelies en fait, qui sont un petit peu éloignées de la pyramide, parce que les pyramides à la base étaient des pyramides sacrées pour les locaux, mais les Yanti et les Flageolemantaux, ils les ont pris pour eux. Comme les salauds qu'ils sont. Ils vont là-bas. La nuit se passe bien, si ce n'est qu'il y a des taupes psioniques. Oui, après les psy-bombes, les psy-trucs, ouais, il y avait les psy-taupes. On a mangé les psy-taupes. On a fait des potions. Vous avez fait de la ratatouille de psy-taupes. On a fait de la ratatouille de psy-taupes. Et ça, je vous ai dit que ça faisait regagner des points psychiques. Ah, c'était bien pour Gigi. Oui, parce que Gigi, qui est donc le psioniste, s'est fait bouffer. Il y avait des taupes psionistes qui sont venus bouffer ses poings pendant la nuit. Non mais attendez, tous les psionistes, même les plantes carnivores sont psionistes. Oui, vous avez fait vous faire buter par une... Je ne veux plus jamais retourner dans cette jungle. Vous avez fait vous faire buter par une plante carnivore psioniste qui invoquait des trucs en fait. C'était complètement faux. Et qui est une créature officielle, hein, je précise. Donc vous passez quand même la nuit, vous butez les psytaupes, Gigi râle parce qu'il s'est fait bouffer ses poings et donc il est moins puissant le lendemain. Le lendemain, vous devez vous arranger avec les esclaves pour qu'ils se rebellent. Le hobbit, qui est le plus discret, il va. Il fait ses jets, je dis, voilà, ils se sont rendus compte qu'ils ont été attaqués, la sécurité est très renforcée, et ils ont des putains de jets de détection. Et ils voient dans le noir. Donc c'est super difficile, il fait des très bons jets, ok, pas de problème. Il arrive jusqu'au chef des esclaves, il commence à négocier en langage des signes parce qu'ils parlent pas la même langue, et c'était super intéressant. Il réussit très bien. Je lui dis, ok, bon, maintenant, t'as plus qu'à partir. 1. Ouais. Échec critique. Échec critique. Confirmé. Et je dis, putain.
échec critique, alors qu'il y a plein de Yuan-ti, qu'il est tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas le tuer comme ça non plus. Hein. Si, tu peux. C'est juste que tu l'as pas fait. Parce que tu es un pleutre. Donc, il s'enfuit avec les Yuan-ti au cul. Ils sont pas tous... Il y a des Yuan-ti de puissances différentes, mais bon, il y en a qui commencent à lui tirer dessus, il y en a qui commencent à lui lancer des pouvoirs psychiques, il réussit ses jets, il se prend quelques flèches, mais ça va encore, il s'en court, je lui dis, ok, il y en a ils sont très prudents, les Yuan-ti, il y en a qui n'osent pas trop avancer, qui s'organisent, ils tirent des flèches, ils lancent des pouvoirs, il y en a juste un qui te fonce dessus, il essaie de t'attraper pour te faire une prise acide, et il fait un jet d'attaque qui rate incroyablement, alors qu'il avait beaucoup de chances de réussir. Et je lui dis que voilà, tu arrives à la lisière de la forêt, tes copains ils sont par là, toi tu es en train de courir par là, qu'est-ce que tu fais? Il me dit oui, je continue par là, je veux le perdre, je veux surtout pas l'amener vers la grotte sacrée. Je lui dis ok. Je me disais, ouais, j'avais oublié comment c'est. Ouais, bref, pour la suite. Ok, il te fait quelques attaques, ok, il te rate. Fais-moi un jet de discrétion pour voir si tu arrives à le perdre dans les bois. 1. Ouais. Confirmé. C'était le 4e ou 5e échec critique sur la partie. En fait, on n'y croyait pas, ce moment. C'est pas le dernier. Non, c'est pas le dernier, mais... Comment est-ce possible? Je veux dire... Simplement, on a fait quelque chose de mal? Je sais pas, c'est le dieu des dés qui Le dieu des dés n'était pas avec nous. Donc, forcément... Je reprends un peu la main parce qu'il n'y a que toi qui parles. Oui, je sais. Donc forcément, il essaye d'aller dans une direction pour les perdre. Il fait un échec critique. Qu'est-ce qui se passe? Il nous ramène toute la meute d'hommes serpents avec des pouvoirs psychiques. Nice. On les a vus arriver de loin, il y en avait qu'un à ce moment-là. Et tout le monde a commencé à se planquer. Je suis d'ailleurs monté dans un arbre. Mais moi, dans mon souvenir, il y avait toute une meute de ces pays. Mais pas encore. Après. On a essayé de les buter. Mais ici, j'ai dit, voilà, pour l'an, il y en a un, il faut que vous avez autant de tours pour l'avoir avant que les autres arrivent et faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des jumps dans les arbres. Pas encore. Vous avez combattu ce Yuan-ti-là, il vous a quand même à nouveau donné du mal, mais ça va, vous l'avez eu. Parce qu'à nouveau, le Yuan-ti, il a vu... et en plus, voilà, le truc, c'est qu'il y avait la grotte sacrée qui était importante, et je dis, il vous voit sortir de la grotte sacrée. La grotte sacrée. Donc il sait où c'est maintenant, il essaie de se casser. Donc toi, comme tu cours vite, tu cours après, vous commencez à le combattre, il fait une zone de noir, il essaie de se casser, vous le rattrapez. Pour finir, ils arrivent à l'avoir. C'était assez intéressant comme combat. Mais, une fois qu'il est mort, les autres arrivent. Je tiens quand même à dire qu'on en a buté quelques-uns de tes trucs soi-disant super bourrins. Un à la fois. Oui, bien sûr. Je vous ai fait aussi des rencontres que vous aviez une chance de gagner, forcément. C'est vrai, tu fais des choses comme ça, toi? Donc tout le monde se planque. Il y a le groupe de Yuan-ti qui arrive, tu vois le corps de leur ami. Déjà, il y avait ton plan. Ah oui, mais c'est là que tu avais ton plan. Mais oui. Vas-y. Mais c'était... Je sais plus dans quel ordre j'ai tenté. À un moment, je me suis dit... Ton histoire de feu Grégoire. Bon, on a... Moi, j'avais pas compris que c'était une grotte sacrée. Je me disais que c'était juste l'endroit où on se planquait. Je me suis dit, bon, ils sont 4-5, l'entrée de la grotte, il faut se faufiler entre deux racines d'arbres, c'est pas vraiment facile. Donc on va les attirer dans la grotte, et on va les enfumer. On va bloquer le truc. J'avais avec moi des espèces de cocktails Molotov, mais visiblement ces cocktails Molotov ne sont pas tels que je les imagine, hein, puisque c'est un prouch, tu ferais plus de mal avec une bombe d'axe et un briquet. Ce sont des hommes serpents. Pour se faufiler, il n'y a pas trop de problème. Et je précise aussi les Yuan-ti. Un homme normal va avoir 10 en intelligence. Les grands magiciens vont avoir 18 en intelligence. Un Yuan-ti de base, il a 20. Bah, ça les empêche pas de s'asphyxier dans une grotte pleine de fumée. Ils sont pas cons. Donc, en gros, pour la deuxième fois dans la séance, je dis ouais, alors on va les attirer à l'intérieur de la grotte, et puis quand ils sont tous dedans, clac, je pète mon feu grégeois, et hop, ils sont tous... et puis s'ils essayent de sortir, boum, on les décapite à la sortie. Pour la deuxième fois de la partie, tout le monde se tourne vers moi en faisant... Et alors, ce que j'aime bien, c'est que tu avais dit avant, oui mais tout le monde se planque, je gère tout. Ah bah ouais, bah forcément. Mon plan était parfait. Là, je te rappelle que le feu grégeois ne fait que 1 des 6 points de dégâts. Mais on s'en fout qu'il fait un des 6 points de dégâts, il brûle. Mais oui, mais ils ont genre 50 points de vie. Même si je leur dis qu'ils perdent 1 des 6 partout. Le but c'était de les enfumer.
Mais, mais ils vont sortir. Enfin bon, bref, toujours est-il qu'on me fait comprendre dans Que le mon plan oreillette marchera pas. que le plan marchera pas. Donc je me dis, ok, on va faire comme ça. Je vais leur balancer les bras de. C'est à ce moment-là que j'ai balancé les deux bras que j'avais en bandoulière. Tu les as balancés. Je sais plus. J'ai attiré leur attention d'une manière ou d'une autre. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde fait un jet de discrétion pour voir si les Ils sont pas Yantis cachés. vous repèrent. Et tout le monde réussit, sauf une personne, évidemment, qui est le psioniste. Ouais. Qui rate son jet. Et donc, qui est repéré, il est là dans les arbres. J'ai été possédé à un moment, putain. Oui, tout Ah à oui, fait. c'était juste après. C'est après. Oh là là. Il voit le psioniste, il commence à lui balancer des pouvoirs psychiques dans tous les sens. Plein, des pouvoirs. Et le psioniste, il réussit tous ses jets de défense. Et vraiment, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Et alors le psioniste, il se planque comme il peut, mais il est quand même dans la merde, il va monter à un moment ou à un autre. Et là-dessus, tu dis, ok, je vais assumer mon erreur. J'ai assumé mon erreur. Et donc, j'ai encore une idée, qui était aussi bonne que les autres. Mais je me dis, bon, je suis dans les arbres, on est dans une forêt, je suis vraiment un ninja, je sais sauter d'arbre en arbre. Et je me souviens, j'ai dit texto, je vais me la jouer à la Naruto. Donc, je leur fais, oh, bande d'enculés! Ils se retournent tous vers moi, il y a des trucs qui volent, et puis je me dis, bon, bah, maintenant je vais les Et trimballer. le truc, c'est que tu avais échangé ta place avec le psioniste. Ouais. Il a utilisé son pouvoir pour échanger la place. Et je me dis, bon, maintenant je vais les trimballer dans la forêt, je vais 10 fois plus vite qu'eux, je vais faire ouh, hop, et puis je me barre. Pour une fois, tout le monde ne me regarde pas à l'air. Non, ça a l'air d'être une idée que tout le monde trouve bien. Donc je dis pas de problème. C'était dangereux, mais juste pour toi. Je jump d'arbre en arbre. Allez, fais-moi un jet de dex. 1. Donc forcément, je fais une chute de 15 mètres et je tombe comme une merde en face de tous les méchants. Tu peux plein de dégâts. J'ai fait plein de dégâts. Là-dessus, chaque Yanti, il y en avait 5, lance charme personne. Chaque personne. Je lui ai dit, fais-moi 5 jets de volonté. Ouais. J'en ai raté qu'un. Et t'en as raté qu'un. Ouais. Mais un, c'était déjà trop. Donc forcément, après un charme personne, je suis envoûté et je considère les méchants comme mes meilleurs amis. Et oui, on a entendu une espèce de gémissement. Oui, oui, c'est... Et donc là-dessus, je me souviens, j'étais très inspiré, où je me disais, bon, je vais essayer de contrer ça. Je peux très bien considérer que les Yantis sont des amis, mais mes anciens amis sont mes amis aussi, donc je vais essayer de maintenir la paix au sein de la congrégation, on va dire. Mais quand même, il te pose des questions très précises. Qui est-ce qui vous a envoyé Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Où est-ce qu'ils sont? Et tu commences à répondre, ah oui, il y a d'autres personnes, ils sont là. Et c'est normal. C'est normal. C'est un charme personne. Tu le joues, hein, je sais pas une critique. D'ailleurs, je précise au fait, j'aurais dû le dire au début, mais la lumière et les couleurs ici de la vidéo sont dégueulasses. Ouais, à fond, je suis rouge et t'es blanchâtre. Ouais, mais bon, on va faire avec. C'est bizarre. On va doucement arriver au bout. Tu es charmé. Là, il y a une discussion. Je dis, il faut que vous trouviez une solution. Sinon, au moins l'un de vous va crever. Je le dis comme ça. Et l'un de vous, c'était toi. C'est bon, je m'en fous, je fais un druide la prochaine fois. Donc, Parce que c'est pas facile à gérer ce genre de situation pour un maître de jeu non plus. Faut pas être injuste, mais il faut pas être gentil non plus. Voilà, faut trouver un juste milieu. Ce que tu es en train de me dire, c'est que j'aurais été le seul à survivre. Non, je ne pense pas. Et donc, il commence à discuter de plans, mais complètement farfelus. Et à un moment, je leur mets un timer. Je dis voilà, vous avez 3 minutes pour me dire ce que vous faites. Après, c'est fini. Pour finir, en parlant de Naruto, il y a le Hobbit qui lance un fumigène à l'endroit où tu es. Il y a le psioniste qui échange ta place et celle du Hobbit. Ouais. Vu que le Hobbit c'est le plus discret, le Hobbit il se casse. Les Yantis sont un petit peu confus quand même. Pour une fois que c'était pas nous qui étions dans le pâté à cause de leur putain de pouvoir pour être dans le noir, c'était bien fait pour le. Il y a la barde qui a un sort pour contrôler les cordes qui enroule un des Yantis. Donc il commence. Allez, c'est un plan plutôt correct. Mais je dis bon, et je dis à Florian qui joue le Hobbit, Lupercal, qui est un Hobbit puceau, c'est une de ses caractéristiques. Le Hobbit puceau. Et à chaque fois qu'il manque de crever, il dit je vais crever puceau. Faudra un jour que tu lui mettes quand même une femme. Hein. Oui. Parce que là, maintenant, on est niveau combien? Vous êtes 7-8 maintenant. Ouais. Il faut qu'il fasse son dépucelage avant son niveau 10. Oui, sinon, c'est pas une voilà, vie, quoi. C'est American Pie, le jeu de rôle. American Apple Pie. C'est le jeu de rôle avec des hobbits. Donc, oui, là-dessus, je lui dis, si tu foires tes jets, cette fois t'es mort.
Ils s'encourent avec les Yanti au cul, mais ils sont un petit peu confus parce qu'il y a la corde, il y a la fumée. Je dis ok, fais des jets, il réussit, il se planque. Il dit je me dis tu vis une scène un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux, quand les hobbits se mettent sous une racine d'arbre et qu'il y a les Nazgûl qui passent. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Et il me dit je me planque pendant toute la nuit. Ok, vous étiez rentré, vous avez réussi à tuer les 2 Yanti qui restaient. Et sauf toi parce que tu n'as pas participé parce que tu étais charmé. Ben oui. Vous vous êtes foutu dans la grotte sacrée. Et au bout d'un certain temps, le lendemain, après avoir passé une nuit complètement stressante, le Hobbit est revenu le lendemain matin. Et je crois que il était un peu moite, on va dire. Sinon, personne n'est mort à ce moment-là, parce qu'après il y a quelqu'un qui est mort. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme putain de mauvais jet et aussi quelques mauvaises décisions. Non, c'est seulement de la malchance. Toutes nos décisions sont bonnes. Alors je voulais juste, mon carnet, je le prenais, je relisais juste quelques notes de l'aventure pour cette vidéo, et il y en a une qui m'a fait bien rire, tout seul. Je ne la connais pas non plus, donc... J'ai écrit ici, attention, vu que les événements ont changé suite aux échecs lamentables des PJ, la rencontre avec les esclaves ne peut pas mener maintenant à une rébellion. Et donc voilà, pour finir, ils s'en sont sortis. Nos échecs lamentables. Mais jamais quand j'ai fait preuve d'un peu d'ouverture d'esprit, que diable. J'avais complètement oublié. On vous parlera peut-être du final une autre fois. Ça n'a pas beaucoup continué, beaucoup plus loin. Mais voilà, en fait, je voulais surtout parler cette suite d'échecs critiques qui était assez exceptionnelle. Assez monumentale, on va dire. Et je pense avoir été relativement gentil, bien que vous auriez pu crever. Vous auriez vraiment pu crever. Mais il y a un moment où je me suis dit, bon, je vais pas tous les... J'ai pas envie de tuer le groupe entier, quoi. Parce que si jamais il y avait 10 Yanti qui débarquaient, c'était fini. Mais non, on leur aurait pété la gueule. On les aurait fait rentrer dans le trou et on les aurait enfumés comme des belettes. Mais voilà. Voilà. Donc oui... votez pour savoir si il faut faire rentrer les méchants dans la grotte et les enfumer. J'attends tout votre bon sens là-dessus. Et Donc ne faites pas des 1. Oui, ne faites pas des 1, c'est mauvais les 1. Mais honnêtement, je trouve que le Psion, avec son pouvoir d'échanger les places, a très bien géré ça. Oui, à fond. Il a des bons pouvoirs. On a fini. C'est fini, je pense. Bon. Eh ben, sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye 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 pour une prochaine Histoire du 20. On verra bien ce que c'est. Oh oui, à la prochaine, on va faire la toute première fois. Ah oui. Notre toute première partie de jeu de rôle. Les toutes premières fois. Donc on reprend, on redit. On va vous parler très franchement de notre première fois. Donc on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye.